actuellement, plus de 60 000 enfants de 0 à 14 ans vivent avec le VIH en République démocratique du Congo. Le sida pédiatrique serait-il un maillon faible dans la lutte contre cette maladie? C'est le focus de ce journal magazine, on y revient dans un instant. Deux invités dans ce journal, le premier, le directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui annonce la levée de la grève des professeurs des universités prévue pour ce lundi et les seconds. C'est la présidente de la commission électorale de l'Ordre national des experts comptables. Tout d'abord, l'actualité. Bienvenue à ce journal magazine. Le Sénat vient d'apposer son accord pour la prorogation de l'état des sièges. Retour sur cette plénière avec Janine Kalenga et Gilon Piana. La Chambre haute du Parlement a autorisé la 87e prorogation de l'état des sièges sur une partie de la République démocratique du Congo pour une nouvelle période de 15 jours au cours de la plénière dirigée par l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge, président de cette Chambre. Cette séance plénière n'a comporté qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national. L'économie de ce projet de loi a été présenté aux élus des élus par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba. Avec ce vote, les 10 projets de loi a été adopté en seconde lecture au Sénat après son passage à la Chambre basse du Parlement et il sera transmis au président de la République pour promulgation. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 75 membres ont pris part au vote, 72 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, 3 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais aussi vous annoncer qu'un congrès se tiendra ce mercredi 11 décembre 2024, alors qu'il vous sera communiqué. Il s'agit de l'audition du discours de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur l'état de la nation. Il faut rappeler que cette mesure exceptionnelle de l'état des sièges instaurée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vise à renforcer la sécurité et la paix pour stabiliser la partie est du pays, d'où elle continue d'obtenir le soutien des élus du peuple malgré quelques controversées. En attendant les rapports de la mission du gouvernement Soumina dans la province de l'Ituri du Nord Kivu, les sénateurs ont exigé un rapport de la commission défense et sécurité selon la réunion du Conseil de ministres présidée par le président de la République à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Et cette bouffée d'oxygène pour l'entreprise des transports en commun Transco. 13 nouveaux bus seront mis en circulation dans la capitale. Eric Kabamba. Plus silencieux, plus neuf, ces bus peints aux couleurs du drapeau national franchissent un à un la barrière de la firme Suprême Automobile, usine chargée de montage et de fabrication. Destination, le parc automobile de l'entreprise Transport au Congo Transco, où ils seront utilisés pour le déplacement de la population à Kinshasa, comme dans d'autres provinces. D'une capacité de 50 places, ces bus, 13 au total, de la marque Mercedes-Benz, viennent renforcer le charron automobile de cette entreprise. Le directeur général de Transco, le bâtonnier Cyprien Beremoba, a reçu symboliquement les clés de ces bus auprès du représentant du vice-premier ministre en charge des transports. Ému de joie, le patron de cette entreprise a rendu des hommages mérités au président de la République Félix Antoine Tshisekedi et à la première ministre Judith Suminwa pour les efforts consentis dans la survie de cet établissement public des transports. Toutes les fois qu'il y aura des remises de bus, je dirais toujours merci à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que c'est grâce à son esprit managérial, à son sens élevé de coopération, que nous avons ces bus aujourd'hui. Ces bus sont à la disposition des agents et cadres Transco qui doivent faire bon usage
Parce que même si on nous amenait 200 000 bus ici, lorsqu'on est de mauvaise foi, les bus ne vont rien produire. Cette nouvelle acquisition porte à 89 le nombre total des bus déjà réceptionnés par Transco sur un total de 230 attendus. On en parle peut-être moins. L'incivisme routier, principale cause des embouteillages et bouchons dans la capitale. Il faut donc de la pédagogie pour un changement de mentalité d'une manière générale. Eh bien, le ministre provincial de la ville de Kinshasa était sur le terrain pour parler avec les usagers de la route. Piron Bouyo Saïdi. Le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine de Kinshasa, Bob Amisoyo Kalumbila, a conduit une délégation composée des membres de son cabinet et des agents de la division urbaine des transports pour une inspection sur la place Victoire dans la commune de Kalamou. Une inspection qui avait pour objectif de lutter contre la hausse des prix de la course et de combattre les parkings de fortune qui gênent la circulation. Au cours de cette inspection, ces membres du gouvernement provincial de Kinshasa ont constaté plusieurs méfaits, parmi lesquels les associations de chargeurs qui sont complices et même à la base des prix abusifs, la présence de parkings moto et taxibus à proximité du rond-point Victoire, gênant considérablement la circulation et plusieurs flaques d'eau et nids de poules sur la route. Dès ce qui précède, Bob Amiso a instruit ses services de convoquer les responsables de l'association de chauffeurs du Congo ASECO et l'association de chargeurs du Congo ACHACO. Sans oublier la délocalisation de tous les parkings à proximité de la place Victoire. Le bureau de transport du district de Funa est chargé de suivre l'application de la présente et ce tous les matins aux premières heures. La CNPR qui faisait également partie de la délégation doit placer des panneaux pour signaler la délocalisation de ces parkings. Fort de toutes ces mesures, le ministre provincial des Transports s'est engagé à contacter le ministre provincial des Infrastructures et Travaux Publics concernant l'état de lieu de la voirie sur la place Victoire. Les activités de la semaine du président de la République, revues en images et commentaires avec Pierre Kibambeso Moïsa. Isiro a été la dernière étape du périple qui a conduit le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kalemi et à Buta. La visite de travail du chef de l'État dans ses chefs-lieux de la province du Haut-Tuélé, où il est arrivé en début de semaine en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a coïncidé avec la célébration sur place du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Anorité Nengapeta. Le couple présidentiel a assisté à la célébration eucharistique des commémorations de cet événement. Dans une brève allocution devant les fidèles et les pèlerins, le président de la République a rassuré l'Église catholique de l'engagement du gouvernement à l'accompagner matériellement dans la construction du grand sanctuaire Anorité, modèle de la jeunesse congolaise, a souligné le chef de l'État. L'Église catholique est invitée à jouer sa partition. Elle doit être réellement au milieu du village, a renchéri le président de la République sous les ovations frénétiques de l'assistance. De retour à Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rehaussé de sa présence la première édition de la conférence des femmes d'exception organisée sous son haut patronage à Fleuve Congo Hôtel. Dans son allocution des circonstances, le chef de l'État a réitéré son engagement à faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité nationale. Le rôle prépondérant du président de la République, champion de la masculinité positive, a été vivement salué par la présidente de l'association Femmes d'exception, Lydie Omanga. Invitée d'honneur, la première vice-présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire a participé à cette conférence. Au palais présidentiel du Mont-Galiema, le président de la République et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont reçu 50 enfants déplacés de guerre dans la province du Nord-Kivu, originaires des territoires de Rutshuru et Massissi. Ces enfants sont venus à Kinshasa faire les plaidoyers auprès des autorités du pays en vue de la restauration de la paix dans leur milieu de vie. Le mercredi 4 décembre, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Lobito, dans la province angolaise de Benguela, en vue de participer à une rencontre multilatérale de haut niveau autour du corridor de Lobito. Le chef de l'État a rejoint sur place ses homologues des États-Unis d'Amérique Joe Biden, d'Angola Joao Lourenço et de la Zambie Hakainde Hichilema, ainsi que le vice-président de la Tanzanie. Il a été question au cours de cette entrevue de redynamiser le projet stratégique du corridor de Lobito
Lobito, soutenu par Washington, projet consistant à relier l'océan Atlantique à l'océan Indien en passant par la République démocratique du Congo. Grâce au corridor de Lobito, l'on pourra facilement transporter les produits miniers, en l'occurrence les cuivres et le cobalt, dans la région. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport, c'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, a indiqué le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours de la rencontre multilatérale. Il a aussi souligné que la paix et la sécurité dans toute la région demeurent primordiales pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito. En marge de la rencontre multilatérale, les présidents Joe Biden et Félix Tshisekedi ont échangé en tête-à-tête à Lobito, en Angola. Le corridor transafricain de Lobito, les partenariats économiques et les relations bilatérales entre les États-Unis et la RDC étaient au menu de cette rencontre. Les deux chefs d'État ont également déploré la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le président Biden a encouragé la poursuite de l'engagement en faveur du processus de Luanda pour assurer une résolution pacifique du conflit. À Kinshasa, au stade de Martyr, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à un match de gala pour la paix en faveur des enfants déplacés de guerre de Goma dans le Nord Kivu. La rencontre amicale a mis aux prises l'équipe All Stars de la RDC composée du chef de l'État, d'anciens footballeurs internationaux, d'artistes et d'humoristes et la formation du Variété Club de France. Le match s'est soldé sur le score de 3-2 en faveur de la formation française. Un moment fort et mémorable de la partie a été l'entrée en jeu du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en tant que gardien de but. Il a même réussi un arrêt spectaculaire au sol, suscitant une explosion de joie et des ovations frénétiques dans les gradins. Une participation active du président de la République exprimant toute sa préoccupation face à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Tous les fonds récoltés du match de gala étaient destinés aux victimes de la guerre d'agression. La République démocratique du Congo organise la 26e édition de la Coupe africaine des nations de handball senior dames. Une grande première pour le pays dans le cadre des différentes compétitions africaines, toutes disciplines sportives confondues. En présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a suivi la rencontre du haut de la tribune d'honneur, la République démocratique du Congo était aux prises avec l'Égypte au cours d'un match qui comptait pour la 6e journée de quart de finale de la CAN senior dames 2024. Au terme d'une partie très disputée, l'équipe nationale féminine d'Égypte a eu raison des dames de la RDC sur le score étriqué de 23 contre 22. De la peine capitale pour les bandits urbains en cas de meurtre par exemple. Les audiences foraines ont repris. Et l'actualité de la semaine en 5 minutes dans cette sélection des Fifi Mukundi rendue par Érudis Kitutu. Suivez. Au cours de la semaine qui s'achève, plus de 300 Koulounas sont tombés dans le filet de la police. Ce, au terme de bouclages organisés à travers la ville-province Kinshasa dans le cadre de l'opération Ndobo. Ces bandits urbains ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Cependant, 83 prévenus, tous présumés des bandits urbains de grand chemin appelés Koulouna, ont répondu de leur acte devant le tribunal de garnison de Ngaliema en audience foraine. C'était en présence du ministre d'État en charge de la justice. La première ministre Judith Soumina Toulouka a échangé avec les membres de la mission locale conjointe au gouvernement parlementaire sur l'état de siège. Ce pour harmoniser les différents points de vue du gouvernement, du Sénat et de l'Assemblée nationale afin de finaliser le rapport à présenter au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de l'Assemblée nationale a pour sa part reçu le mémorandum de tous les enfants victimes de guerre vivant dans les camps des déplacés à travers la République. Le retour de la paix, c'est l'essentiel de leur mémo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur à la tête d'une délégation à Ndola pour une réunion d'urgence suite à l'incident survenu à la frontière entre la RDC et la Zambie. Les deux parties ont décidé de mettre en place une commission d'enquête constituée des experts congolais et zambiens pour apporter la lumière sur cet incident ayant occasionné la mort d'un Zambien et d'un blessé grave du côté congolais.
Au chapitre de l'économie, dès la semaine prochaine, il y aura la baisse des prix de certains produits sur le marché selon le décret de la première ministre. Pas de rupture de stock pendant cette période de fête. Des assurances des gros importateurs de produits agroalimentaires au vice-premier ministre, ministre de l'économie au terme d'une réunion avec ce dernier. Journée mondiale de personnes vivant avec handicap. Elle a été célébrée le 3 décembre dernier. Plusieurs manifestations ont marqué cette journée à Kinshasa comme en province. Occasion pour les personnes vivant avec handicap de dénoncer les discriminations dont elles font l'objet. Lancement au courant de la semaine de la campagne nationale de la prévention contre le VIH-Sida par le ministre de la Santé. Une des voies rationnelles pour le gouvernement de la République de sensibiliser la population à lutter contre cette pandémie. Terminons ce résumé de la semaine avec cette triste nouvelle. Elle aura marqué son passage à la direction des informations télévisées de la radio-télévision nationale congolaise à la présentation des journaux télévisés. Elle, c'est Jemima Diane Mogo. Elle a été conduite en sa dernière demeure le mercredi 5, laissant ainsi un grand vide au sein de sa famille biologique et professionnelle. Le premier invité de ce journal magazine, il s'agit du directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Michel Niamandjomi. Avec lui, nous allons parler de la grève des professeurs. Qu'en est-il réellement? Il semble que la bombe a été désamorcée et que les professeurs d'université n'iront pas en grève. Qu'en est-il réellement, monsieur le directeur de cabinet adjoint? Il se fait qu'il y a les syndicats de professeurs. Vous suivez qu'il y a des déclarations qui se font par-ci par-là. Vous dites que la grève n'aura pas lieu parce qu'ils ne trouvent pas de raison d'être. Tant plus qu'ils ont déjà touché la paie complémentaire qui était promise par le gouvernement. Il n'y avait pas seulement la paie complémentaire, il y avait d'autres revendications également. Peut-on dire à ce stade, le dialogue a été concluant dans ce sens-là? Parce que ce n'est pas non plus tous les syndicats qui se retrouvent d'accord, qui se mettent d'accord. Bien sûr, il y a toutes les revendications pour Bibois 2 ont été rencontrées. Entre autres, la mise en place des mécanismes de suivi pour les accords de Bibois 2. Et depuis quand? Parce que jusqu'hier, la menace planait toujours. Le mot d'ordre des grèves était toujours là. Bon, en fait, c'est peut-être... c'est l'information. Certains syndicats devaient suivre l'information qu'ils ont déjà reçu les notifications en tant que membres de ces comités interministériels de suivi des accords de Bibois. Alors, il n'y a plus de raison d'être parce que d'ici là, nous allons nous réunir tous, la coordination et tous les syndicats et les professeurs, et pour examiner éventuellement comment résoudre les restes des revendications pour 2025. Entre autres, il y a les véhicules qui vont arriver, mais ce sera en 2025. Donc on peut dire que le dialogue social est maintenu. Le dialogue est maintenu. Et que le mot d'ordre des grèves, c'est une page tournée, mais d'une manière précaire parce qu'ils peuvent revenir sur leurs revendications au cas où le gouvernement ne rencontrait pas la totalité des revendications telles que... Je pense que le gouvernement s'est mis en place pour résoudre leurs problèmes. Ils doivent être confiants et attendre de voir les résultats. Et le gouvernement va le faire. Ils sont vraiment décidés à résoudre le problème. Et surtout que les grands chanceliers à qui je rends hommage, les chefs de l'État, ils veillent. Et le gouvernement de son Excellence, Madame le Premier ministre, il veille. Je pense que tout le monde s'y met pour que les revendications des professeurs trouvent les résultats escomptés. Merci beaucoup, monsieur Michel Niamandjomi. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Merci beaucoup. Merci.
Et le second invité de ce journal, c'est Françoise Lungangi, qui est présidente de la commission électorale de l'Ordre national des experts comptables. Et c'est déjà demain que les experts comptables votent pour le nouveau bureau de conseils provinciaux. On en parle déjà ce soir. Madame Françoise, qu'est-ce qui est prévu? Quelles sont les dispositions et on vote comment déjà demain? Merci. Demain, 9 décembre 2024, nous organisons les élections au Conseil provincial de Kinshasa et c'est au niveau de Béatrice Hôtel à 9h. Et à part Kinshasa, nous avons également à la même date les élections au Conseil provincial du Haut-Katanga et ça sera dans le bâtiment Hypnose. Et toutes les dispositions sont prises et les équipes mises en place pour superviser ces élections sont déjà préparées. Madame, c'est un exercice démocratique que vous apprenez là au sein de l'ONEC. Nous en sommes au premier, deuxième, troisième cycle. Merci. Pour ce qui est de l'ONEC RDC, c'est un jeune ordre, c'est le premier cycle. Donc le bureau sortant, leur mandat prend fin en janvier 2025. Et c'est pourquoi les devoirs comme un expert comptable, c'est les garants de respect des dispositions légales et réglementaires. Et c'est aussi prévu dans les règlements intérieurs de l'ONEC que les bureaux sortants puissent organiser les élections avant la remise et reprise. Et les bureaux sortants, le mandat court pendant combien d'années? Les bureaux sortants, le mandat court pendant 5 ans, renouvelable une fois. Ce que nous organisons demain, les 9 à Kinshasa et à Lubumbashi pour les Haut-Katanga, c'est au premier degré. Nous avons encore les élections pour le Nord et le Sud Kivu le samedi 14 décembre 2024. Là, c'est pour le premier degré. Une fois les membres du bureau du conseil provincial au premier degré sont élus, le président et les vice-présidents de chaque conseil provincial, ils font d'office membres du conseil national. Et pour ce qui est de Kinshasa, le président qui est élu à Kinshasa comme président du conseil provincial de Kinshasa est d'office président national. Le vice-président de Kinshasa, du conseil provincial de Kinshasa, est d'office rapporteur national. Et les deuxième province qui vient, c'est-à-dire celui qui comprend un nombre supérieur des experts comptables, si nous devons aligner, c'est d'abord Kinshasa, après Kinshasa c'est le Haut-Katanga, suivi du Sud Kivu et du Nord Kivu. Nous invitons tous les confrères et concerts du conseil provincial de Kinshasa de venir massivement demain élire nos dirigeants. Nous invitons également tous les confrères et concerts du Haut-Katanga d'être nombreux au bâtiment Hypnose pour élire nos dirigeants. Et nous rappelons que le vote pour le conseil provincial de Kinshasa et du Haut-Katanga, c'est le 9 décembre à partir de 9h. Et c'est le vote physique. Chaque expert comptable doit se présenter au lieu indiqué dans les différents programmes que nous avons communiqués dans les plateformes. Merci beaucoup Madame Françoise Lungangi Kitundu. Je rappelle que vous êtes ici en tant que présidente de la commission électorale de l'Ordre national des experts comptables du Congo de la RDC, ONEC. Merci beaucoup. Et à présent, cette information, le premier président de la Cour de cassation, Léon Domba, a réuni les chefs des juridictions de la capitale. On en parle dans ce reportage de Marie-Reine Zeba, dans ses commentaires de Chimène Kamoka. Suivez. La quasi-totalité des chefs de juridiction de la ville-province de Kinshasa étaient présentes à la réunion du samedi 7 décembre 2024, convoquée par le premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba Kabe Eli Léon, dans la grande salle Liaou de cette haute cour. En ce qui concerne la discipline dans le corps, je crois que, comme je l'ai dit la dernière fois, il n'y a personne parmi nous ici qui a moins de 5 ans de carrière dans la magistrature. Nous, ceux qui sont présidés. Et vous connaissez que
la magistrature est une armée civile, que dans la magistrature, ni votre taille, ni votre diplôme, ni votre rang social nous importe peu. Tous les magistrats exercent une fonction noble. Le relèvement de la justice congolaise, tant souhaité par le chef de l'État, magistrat suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exige du corps magistral de mettre en application la discipline et la rigueur, valeurs qui sont les leurs. Pour la fêtière de l'ordre judiciaire Ndomba Kabea Eli Léon, l'expression « la justice élève une nation » doit devenir palpable en République démocratique du Congo. À cet effet, toutes les batteries en sa possession sont mises en œuvre dans la structure dont il a la responsabilité en vue de parvenir au relèvement de la justice congolaise. La RTNC accompagne les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée André Mbata a échangé tout à l'heure avec Madame le directeur général de la RTNC Sylvie Elengue-Niembo. Robert Ndaye pour les détails. C'est un dimanche, pas du tout repos pour le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Madame Sylvie Elengue-Niembo, qui a échangé avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata Betokoume Soumangu, sur l'accompagnement de la télévision nationale pour la vulgarisation des actions à impact visible du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le DG de la RTNC, média public de l'État, a informé le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la disponibilité de la RTNC de faire rayonner les actions prises par le président de la République et du gouvernement en faveur de la population. Nous demandons également que les députés nationaux, ils approchent la RTNC et vraiment c'est notre média public. Et quand vous allez à l'extérieur du pays, c'est ce média public qui fait la fierté du pays, c'est la voix du peuple, c'est la voix de la RDC, c'est le grand tam-tam comme on l'appelait dans le temps. Nous voulons qu'actuellement, sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président, le plus chef de l'État, le grand tam-tam d'Afrique se fasse de nouveau entendre et même d'une façon plus excellente qu'avant. Tenez à la féliciter pour le travail qui est fait depuis l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les efforts ont été faits dans ce sens que nos médias soient effectivement indépendants et que nos médias retrouvent quand même leur noblesse d'antan. Cette rencontre ouvre les portes aux scientifiques amoureux de la patrie de venir apporter leur contribution pour enrichir le débat lancé par le président de la République sur la question de la révision ou du changement de la Constitution. L'UVT, formation politique de l'Union sacrée, s'engage dans une sensibilisation pour les changements constitutionnels. D'autres détails dans ces reportages. Nous, cadres et membres de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, UVT en sigle, parti cher à l'honorable José Kalala Wakalala, premier vice-président du Sénat, réunit ces jours après avoir suivi avec attention et dévouement le discours de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et autorité de référence de l'Union sacrée de la nation, et traduisant tous la volonté maintes fois exprimée par le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de changer ou de réviser l'actuelle constitution issue de belligérants, attendu que cette sage position rejoint celle de notre héros national, père de la démocratie, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, qui, après avoir décelé les faiblesses et les anachronismes de cette constitution, en avait projeté le changement une fois au pouvoir, considérant l'appel au soutien indéfectible de cette démarche du chef de l'État, lancée par l'honorable premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, président national de notre parti, nous déclarons ce qui suit. Union pour les valeurs tshisekédistes UVT apporte son soutien indéfectible et sans condition à cette initiative salutaire qui offre au peuple congolais souverain l'occasion en or de s'exprimer en vue d'adopter une constitution qui sera entièrement rédigée ou révisée par leurs compatriotes dans un contexte différent de celui de la belligérance dont les conséquences pèsent sur celle en vigueur actuellement.
Et dans la même logique, les partis des démocrates pour la bonne gouvernance apportent également son soutien au changement constitutionnel. On en parle dans ces reportages. Une formation idéologique à laquelle ont pris part 300 cadres du PDG de l'interfédération Kin-Ouest a été lancée ce samedi par sa présidente nationale avec comme thème la Constitution et l'avenir de la RDC. En ce moment où certains politiciens et autres leaders d'opinion continuent à piocher, à épiloguer sur le social, la sécurité, la paix, l'intégrité et la souveraineté de notre pays, mise en mal par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et de l'AFC, nous notons avec satisfaction la grande ferveur d'adhésion nationale à l'initiative du président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiative qui invite le peuple congolais à travers le processus légal à doter le pays d'une constitution qui réponde aux réalités politiques et socio-économiques de la République démocratique du Congo. Le PDG, qui a suivi avec grand intérêt la prise de position claire et réfléchie de l'autorité morale de son regroupement politique, la dynamique Agissons, Bâtissons, d'art, en cycle, l'honorable Samadou Kienge, président du Sénat, ne peut que souscrire à cette initiative patriotique. En présence du président de l'interfédération Kin-Ouest, Eric Soukari, cette formation avait comme sous-thème démocratie, bonne gouvernance et éthique. Pour le professeur Irène Mwaka, la Constitution selon le droit est la norme fondamentale et elle se situe comme au sommet de la pyramide. Et dans un tout autre registre, le mois de décembre, c'est un mois dédié à la lutte contre le VIH-Sida. Et dans cette lutte, les inégalités plombent certains efforts consentis. Un rapport mondial sur le sida a été publié à Genève en Suisse, nous dit Constance Mananga dans ses reportages. Cette campagne de 6 mois sur l'ensemble du territoire national a pour objectif de redynamiser l'engagement des différents acteurs engagés dans la lutte contre le VIH-Sida avec une communication digitale dans tous ses formats pour faire passer les messages de sensibilisation et de prévention pour une génération sans sida à l'horizon 2030. Elle est une réponse aux préoccupations de la société civile et les communautés locales sur la sensibilisation contre cette pandémie. Au cours de cette cérémonie de lancement, les différents intervenants, dont le PNLS, l'ONU-SIDA, Vodacom Congo, les ONG de la société civile et les PNMLS, ont sollicité l'accompagnement des médias. Les dernières informations que nous avons après les enquêtes montrent que notre jeunesse, et nous-mêmes avec, nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que moins de 20% des jeunes connaissent le sida. C'est vrai que c'est un problème de génération, mais l'action doit être renouvelée, sinon notre avenir est en danger. En République démocratique du Congo, 80% des jeunes âgés de 15 à 25 ans n'ont pas de connaissances sur le sida. Voilà pourquoi cette campagne de prévention sera fondée sur l'éducation et les droits humains pour mettre fin au sida comme problème de santé publique dans notre pays. Vous avez reconnu plutôt le timbre vocal de Nicole Sesep Loka. J'en parlais dans le titre. Avec ces chiffres à l'appui, plus de 60 000 enfants des 0 à 14 ans vivent avec les VIH en RDC. Les sida pédiatriques, maillon faible dans la lutte contre cette pandémie, c'est le focus de ce journal magazine avec Constance Mananga. La RDC connaît une situation catastrophique de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, PTME, et de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, ETME, TENE. 40% seulement des femmes enceintes ont accès au service de la PTME, 12% ont accès au dépistage précoce à 6 semaines et 25% d'enfants naissent de mères infectées par le VIH. Et pourtant, si le programme PTME est bien implanté, le taux d'infection doit être inférieur à 5%. Situation dramatique et inquiétante qui risque de faire de l'avènement d'une génération sans sida une utopie. Cette campagne de dépistage de VIH chez la femme
de leur mise en traitement aux ARV et puis le dépistage chez les enfants nés de ces femmes. Également l'appui de partenaires financiers qui pourra nous aider à arriver aux objectifs. Il faut donc une campagne de dépistage de leur mise sous traitement ARV et le dépistage des enfants nés de ces femmes pour renverser la tendance, combler ainsi ces gaps. Situation dramatique et inquiétante qui pousse aujourd'hui ECPAF et d'autres partenaires à lancer cette campagne pour sensibiliser les décideurs politiques, pour sensibiliser les bailleurs de fonds, pour sensibiliser toutes les parties prenantes afin que les choses changent. Une campagne qui doit amener tous à s'engager véritablement pour le changement afin de permettre à la RDC d'être au rendez-vous de l'élimination du VIH pédiatrique d'ici à 2030. Autre pathologie chronique, c'est le diabète qui touche environ 1,4 million de personnes en République démocratique du Congo. Alors, qu'en est-il de sa prise en charge? Le prestataire de soins était en formation. Yolande Voka nous en dit un peu plus dans ses reportages. Le renforcement de capacité du personnel médical commis à la prise en charge à l'accompagnement de patients du diabète est une urgence aujourd'hui en République démocratique du Congo. Plusieurs Congolais sont victimes de cette maladie dont les complications dangereuses nécessitent une véritable prise en charge médicale, d'où l'importance de ces forums. La médecine, dans ses différentes disciplines, est caractérisée par des innovations continue. Et donc une remise à niveau périodique et régulière est souhaitable pour permettre au personnel d'avoir des compétences qui puissent leur permettre de prendre correctement en charge les patients diabétiques. Il n'était pas aussi aisé de pouvoir prendre facilement en charge un diabétique souterrain. Donc il était important que des formations supplémentaires soient administrées à ces personnes en cours d'emploi pour qu'ils soient à même de pouvoir prendre correctement les malades diabétiques en charge. Il est important de relever ici 1,4 million de personnes souffrent du diabète en République démocratique du Congo. Un chiffre très inquiétant qui pourrait augmenter dans les jours à venir si les mesures conséquentes ne sont pas prises. Le diabétique a besoin d'un soutien intégral au niveau physique, social, au niveau moral et au niveau des ressources matérielles également. Cet atelier a bénéficié de l'appui financier de Sanofi pour sa réalisation. Tout autre chose à présent, le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle, le sujet au cœur d'un dialogue de haut niveau organisé par la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes. Eric Abamba. Un atelier de haut niveau qui va dans le tout prochain jour donner un peu de zèle aux victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés. Tout au long de cet atelier, ces participants composant en majorité de la société civile vont apporter de petites retouches sur les différents textes de la justice transitionnelle afin de les adapter aux besoins de ces victimes durement touchées. Cette initiative de la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et appui aux réformes SIAVAR vise tout d'abord d'avoir un cadre complet de la justice transitionnelle en RDC, estime son coordonnateur. Il faudrait apporter tous les autres piliers qui constituent la justice transitionnelle, notamment la vérité, la justice, les garanties de non-répétition. Voilà. Donc ça, c'est le but pour lequel nous nous rassemblons aujourd'hui sur 2 journées, c'est de recueillir les avis et considérations des uns des autres pour avoir des textes qui reflètent le plus possible la réalité et qui répondent aux besoins, notamment des victimes qui sont au centre de toute cette idée. Lors de cette première journée, l'Alliance des plaidoyers pour de réparation a formulé des recommandations à la SIAVAR. Nous avons demandé à SIAVAR de pouvoir mettre en place un cadre d'échange permanent pour essayer de communiquer régulièrement sur les processus de réparation en République démocratique du Congo. Le texte final qui seront élaborés au terme de ces 2 jours de travaux tiendront aussi compte aux engagements pris par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant ces victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés.
Une opération d'assainissement de la cité Mama Mobutu. Nous sommes là dans la commune de Mongafula qui s'inscrit dans le cadre du projet Mbongwana. La jeunesse est ici mise en contribution. Babette Yenga et Papi Mbongo. Balai, bêche, râteau et brosse à la main, ces jeunes de la cité Mama Mobutu, dans la commune de Mongafula, se sont engagés d'instaurer une culture dans leur quartier, celle des travaux communautaires d'assainissement de l'environnement immédiat. Chaque vendredi matin, ils se donnent rendez-vous pour assainir leur milieu immédiat à travers un projet pilote dénommé Mbongwana, entendez le changement. Nous sommes réunis ici par rapport à la sensibilisation à travers le projet Mbongwana, afin d'assainir les habitants. L'initiative du projet, c'est les chaînes Environ News qui nous a apporté ces projets. Des mains supplémentaires se sont données à la tâche, question d'encourager ce nouvel élan. Merci beaucoup ces conseillers. Je rejoins l'équipe pour contribuer à la propriété de notre avenue afin d'éviter les moustiques et la saleté. C'est trop rare de voir des jeunes eux-mêmes prendre charge de leurs responsabilités. De telles initiatives, savoir arranger chez soi, on n'attendra pas que cela vienne de quelque part. Je suis jeune, un moment, je serai aussi participatif, je serai là, actif aussi dans ce que je vais faire. Les gens qui habitent sur cette avenue, qui les raisonnent, c'est les jeunes qui font de tels travaux, qui les raisonnent pour eux. Ils sont en train d'exécuter quelque chose qui amène les gens à bien réfléchir. Pour pérenniser ce projet, Jonathan Ngoma, leur encadreur, pense qu'il y a nécessité d'un accompagnement des autorités locales. La ville de Kinshasa est sale. Si la jeunesse vraiment s'intègre à l'assainissement de la ville de Kinshasa, on peut aussi voir des changements. Et vu que nous sommes nombreux, la jeunesse vraiment nombreux, 70% déjà trop, nous demandons aux autorités ou aux habitants du quartier Mama Mobutu, les notables, de nous soutenir. Et surtout sur le plan des sensibilisations, ça sera une bonne chose. Ça demande aussi des moyens matériels, financiers et puis moraux, ça va nous booster. Face aux défis, il faut oser innover pour des solutions durables. Ces jeunes visent au final la gestion des déchets et la fabrication des dallettes. Il faut changer les choses avec un peu de volonté. Mbongwana, porté par les jeunes, vaut la sensibilisation pour inciter la population locale à la culture d'assainissement de son environnement immédiat. Mbongwana est un projet exécuté en phase pilote dans 3 communes de la ville-province Kinshasa. Une classe moyenne jeune, c'est ce dont a besoin la République démocratique du Congo. Le colloque international d'accompagnement de l'entrepreneuriat et de l'innovation verte qui a rassemblé une frange importante de scientifiques congolais est revenu sur ces sujets. Christine Lenzo. À l'issue du colloque international sur l'accompagnement entrepreneurial et l'innovation verte en contexte africain, la première édition organisée en République démocratique du Congo du 4 au 7 décembre 2024, les participants, les professeurs, les chercheurs et autres partenaires ont ovationné et salué la Première ministre Judith Suminwa Tuluka à travers cette motion de reconnaissance dont voici les termes. Entendu que la communauté universitaire, les experts de l'accompagnement entrepreneurial et les opérateurs économiques ont accueilli avec enthousiasme l'implication de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Nous, participants au colloque international scientifique, première édition organisée par IF Entrepreneuriat de la RDC, adressons cette motion de reconnaissance à son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Allez, on termine sur cette note. Une écriture en l'honneur, un homme de culture sur un piédestal. Eh bien, il s'agit de l'écrivain Tchèque Fita, qu'on va découvrir tout à l'heure dans ses reportages. Et c'était au cours d'une soirée des galas organisée à son honneur. Béatrice Chako et Moki Maluma.
La culture, c'est l'identité d'une personne ou de toute la communauté. La culture joue un rôle important et déterminant dans l'éducation. Elle contribue à la réussite éducative et dans le développement des capacités de réflexion, du sens de critique et améliore l'apprentissage. Cheikh Fita, un monument et une référence pour les jeunes, il est le symbole qui incarne toute une culture. Je pense que c'est rare, c'est un oiseau rare, en quelque sorte, avoir 70 ans, et avoir une verve oratoire et écrire. Donc il a sa place même pour le débat actuel, révision, changement de la Constitution. Je crois que Cheikh Fita, c'est quelqu'un chez qui se reflète. À l'occasion de ce double jubilé, 70 ans d'âge et 50 ans d'écriture, cet homme d'écriture, la littérature et de la lecture a sensibilisé les jeunes sur le bienfait de la culture pour l'éveil des consciences en évitant l'ignorance. J'aimerais bien que mon parcours soit un exemple pour les jeunes. Je suis écrivain, metteur en scène de théâtre. J'ai publié des livres. Aujourd'hui, à RD Congo, le livre et le théâtre classique sont des secteurs sinistrés. La culture est la plus impactée, mais on ne doit pas baisser les bras. Et c'est pour ça que pour ce jubilé, j'ai décidé de faire une véritable campagne pour que les Congolais assistent au bon théâtre, le théâtre classique. La sœur professeure Florence Mbiamadi, DG de l'Institut des Arts et Métiers, a offert un dîner digne à la hauteur de l'amoureux de l'écriture en compagnie de ses amis les plus proches, histoire d'encourager et d'honorer ces grands journalistes de renom et écrivains congolais. L'ambiance était de fête. Et voilà, c'est la fin de ce journal magazine du dimanche sur la RTNC, journal qui a connu le concours rédactionnel de Joséphine Liondo, Yolande Voka à la réalisation et André Ndjeka sous la supervision éditoriale d'Oscar Mbalkaïj dans une édition d'Érudis Kitutu. Demain, c'est déjà lundi et la semaine commence avec beaucoup plus d'énergie. Bonsoir sur vous.